Désolé. Je disais donc, restez avec nous. Dans un instant, c'est le journal du soir. Voici le journal du soir. Et voici vos animateurs. Et vos animateurs ce soir, ben, il va y avoir moi qui va commencer. Puis on va avoir, excusez-moi, je t'ai m'étouffer juste à dire ça pour pas faire pas trop monde. En ce 23 juillet 2019, nous allons avoir M. François Saint-Louis qui va être par téléphone ou peut-être par Skype. Ouh! Mais le temps qu'il se prépare, ben oui, il faut qu'il y aille par étapes. Je vais bien entendu vous parler de trucs que moi j'ai observés, que j'ai vus. Et puis ça va vous donner un avant-goût de ce qu'on fait le dimanche. Hein? Et parmi un des sujets que j'ai vu pas mal passer fort dans les... je sais pas en fait si ça passait fort dans les médias ou dans la presse en général, mais je sais que moi, je l'ai entendu parler parce que je travaille avec des gens qui viennent du Maroc. Et ceux-ci m'ont demandé mon opinion sur cette histoire-là. La demande de suspension de la loi sur la laïcité a été portée en cour d'appel. Parce qu'il paraît-il que le juge Michel Yergo a commis un certain nombre d'erreurs en droit importantes la semaine dernière. C'est ce que l'Association canadienne de la liberté civile prétend, bien sûr. Et qui estime également que M. Yergo, à cause de ces erreurs de droit-là importantes, faisait en sorte que son jugement n'était pas bon et qu'ils fait un appel à cette raison-là. Deux organismes, bien entendu, ont déposé une demande d'autorisation d'appel de la décision de la Cour supérieure sur la loi laïcité. Et on a demandé au tribunal de se prononcer sur la validité de ce qui pourrait prendre des mois à... En fait, il essaie d'avoir un jugement le plus vite possible. C'est dans leur requête qui a été déplacée, qui a été déposée à la Cour d'appel du Québec. C'est le Conseil national des musulmans canadiens et l'Association canadienne des libertés civiles qui ont déposé cette fameuse appel-là. Et eux autres prétendent que la loi sur la laïcité du Québec, on en a pas mal parlé hier en plus de ça. Hein? Bonsoir à Yvon en passant. On en a pas mal parlé hier, d'ailleurs, sur ce sujet-là. Mais on sait que l'État, en position d'autorité, ils disent que c'est pas vrai, que si tu es en position d'autorité, ou comme par exemple un juge, un policier, un gardien, prison, s'ils portent des signes religieux durant leur exercice de leur fonction, c'est pas vrai que ça va faire en sorte que des décisions seront prises plus en faveur qu'un l'autre. Puis surtout que l'interdiction qui s'étend aussi aux enseignants du réseau public, ils seront pas contents de ça.
Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Bouge pas. Salutations en ce 23 juillet. Si vous ne saviez pas, en 1915, le 23 juillet, l'Ontario met le Conseil scolaire d'Ottawa sous tutelle car il l'accuse d'avoir bafoué le règlement 17 qui interdisait l'emploi du français dans les écoles. Après la première année. Ah là 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 là. Qui étaient méchants, ces gens-là. S'ils savaient qu'en 1632, par exemple, qu'il y avait au moins 300 personnes qui avaient quitté la France via Dieppe pour immigrer vers la Nouvelle-France, hein? Il aurait certainement pas... Il aurait fait ça, une loi bien avant ce moment-là. Hein? Hey, ça se peut-tu? Les jeunes ne peuvent pas s'imaginer ça, qu'il y a encore moins de 60... Hey, on va faire 100 ans. Non. Ouais, ça va faire 90 ans. 90 ans, encore, l'Ontario n'était pas bilingue. Puis, il faisait tout pour pas que le bilinguisme fonctionne. Comme toutes les autres provinces, d'ailleurs. Maintenant, bon, l'Ontario est devenu un petit peu plus, comme qu'ils disent eux autres, friendly. Mais c'est pas un terme que j'aime vraiment. Bon, voilà. Je ne sais pas si vous avez écouté ou vous êtes venu écouter l'émission d'hier avec François puis Jean, voilà. Leur match de boxe. J'espère que vous avez aimé ça. On soulignait le 5e anniversaire de l'existence de Radio Infocité. Et à cette occasion, on avait embarqué un paquet de monde. Tiens, voilà Carl Brochu qui nous parle dans le clavardage. Bonsoir, Carl. Hey, Carl. C'était l'Internet, Grim. Pourquoi ça, tu ne m'appelles pas avec ton Skype? Il y a Chantal Marquis qui nous dit bonsoir. Très bonne émission hier, qui dit Carl. Parfait. Donc, il nous a écoutés. Tous ceux qui se posaient la question si toutes les choses qu'on a dit contre Carl, s'ils les avaient entendues, il les a entendues. Voilà. Ben, c'est ça. Bande d'incompétents de la Cour qui ont accepté de rejeter des demandes d'annulation d'une loi. Ah, qui sont méchants. Ils sont méchants parce que les pauvres... qu'est-ce que je peux dire? Ah! On me dit que oui, bougez pas. Oui, monsieur François? Oui, salut Jean-Marc, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Oui, ça va très bien. Je suis en train d'essayer de se brancher sur Skype. Est-ce que... À quel numéro faut que je t'appelle? Voilà. Bon. Ça, c'est une information que je vais dire tout de suite. Il faut juste que tu cherches... Ben, attends une minute, là, je vais te le dire. Je ne me souviens même pas sur quel nom je suis. Ah! Ben oui! C'est pour ça que je dis ça. Je reviens dans 2 secondes, mesdames et messieurs. Bon, voilà, ça, c'est réglé. Une chose de faite. Puis, il va être avec nous autres. Il va pouvoir nous appeler avec Skype dans un instant. Ah, ben, gars, le voilà, justement. Donc, bon, je ferme le téléphone, François. Si tu m'entends bien. Salut. Parfait. Oui, je t'entends bien. Voilà. Je t'entends bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien. On t'entend très bien. Je vais tout corriger le reste pendant qu'on va être là. François, il est dans sa shed. Avec son fils. Avec son fils. Félix Samé qui est là. Et ils vont nous parler de là-bas à soir. Donc, ils vont nous parler de là-bas, à partir du champ là-bas, c'est ça que j'ai dit.
Ah là 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 là. Attends, je vais montrer à tout le monde l'image. Voilà, vous le voyez maintenant. On va essayer de montrer en arrière de nous qu'est-ce qu'il y a. Vas-y. Joseph Papineau. On va essayer de se tasser comme ça. Puis moi, je vais me tasser comme ça. Puis Félix va se tasser un petit peu plus par ici. Et puis, vous allez voir, mesdames et messieurs, celui que vous voyez à l'arrière-plan, c'est le grand Louis-Joseph Papineau. Bon, Avec l'éclairage et des effets en plus. Wow! Avec les ombres et tout. Oui, avec les ombres sur le mur, là, tu vois, là, sur le mur, là, juste l'ombrage. C'est bon. Donc, c'est ça. Avant ça, Jean-Marc, ça va bien? Est-ce que tu as eu un petit peu de résultats hier sur l'émission qui a attiré un peu de monde pour notre 5e anniversaire? Je sais pas, ça a-tu marché un peu, notre affaire? Ouais. J'ai pas regardé ça, je te dirais, mais je sais que, oui, ils sont à Saint-Denis, mesdames et messieurs, celui qui me parle, Claudine. Oui, ils sont à Saint-Denis. Si tu vas avoir de la statistique, on va le dire à tout le monde, la statistique, bouge pas, je vais te dire ça en 2 secondes. Selon les gens de chez du YouTube, tu as fait dans le direct, tu as fait 400 personnes, donc c'est pas pire. C'est bon. 400 personnes, ça veut dire que ça, il faut savoir, mesdames et messieurs, que les téléphones portables, les tablettes ne sont pas comptabilisées, je pense. Hein? C'est bien ça. Ah, c'est ça. Oui. Donc, merci quand même d'avoir été là, de nous avoir supportés hier soir, parce que c'est pas toujours drôle de subir Jean Saint-Louis. Mais je trouve que hier soir, Félix, tu n'as pas trouvé que c'est... Il était quand même assez raisonnable, Jean, hier. Ouais. Normalement, il s'emporte un peu plus, puis on dirait qu'hier... il essayait d'écouter des fois. Quand même pas mal. Quand même pas mal. Il s'est pogné un petit peu avec les intervenants par-ci par-là, mais c'est inévitable. Hein? Oui, mais là, j'ai pas le connaître. Il se fait mettre dehors de tous les stades où il passe. Presque tous les stades sportifs. Oui. Surtout quand on joue contre Toronto. Oui, ça c'est vrai. Donc, ce qu'on n'a pas parlé hier, Jean-Marc, c'est qu'il y a une nouvelle qui est sortie. Puis qui est assez dérangeante, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça la vie. C'est le policier qui s'est suicidé, qui a trouvé les 2 enfants de Turcotte. Je sais pas si tu as vu ça. Non, j'ai pas vu ça passer. Ben, le policier qui a découvert les 2 enfants qui étaient morts de Guy Turcotte. Ça fait 10 ans de tout ça. Ça fait 10 ans, oui, maintenant. Et bien, le policier qui a été le premier à être sur la scène, il s'est suicidé. Puis, en plus de ça, il s'est absenté du travail pour des questions, je dirais, psychologiques, parce qu'il n'a jamais été capable d'accepter le fait que 2 enfants comme ça perdent la vie gratuitement. Et aussi brutale, aussi sauvage. Fait que puis bon, je n'irai pas dans les détails parce que ça donne rien puis de revenir là-dessus, mais excepté que on s'aperçoit que c'est là qu'on s'aperçoit que le travail de policier, c'est pas seulement de donner des contraventions. Tu sais, on est souvent choqué après les policiers qui donnent des contraventions parce qu'on reçoit une contravention, peu importe. Mais quand il arrive des faits comme ça, c'est eux qui arrivent les premiers sur les lieux des crimes. Et parfois, ils peuvent voir des choses horribles. Et moi, je veux te dire, bien franchement, je ne ferais pas ce boulot-là. Parce que, tu sais, c'est jamais pareil. Je ne veux pas dire que j'aime faire toujours le même travail, ça m'énerverait. Mais... découvrir des scènes comme ça, d'arriver dans des scènes comme ça, je pense que, je sais pas si moi, le premier, je serais capable d'être psychologiquement capable d'accepter ça. Mais je pense qu'il n'y a pas un être humain sensé sur la planète qui arriverait et qui serait insensible à ça. Et lui, il s'est suicidé. Donc, c'est une mort... c'est une victime, non pas une victime, mais c'est une mort collatérale.
Et moi, je peux te dire une chose, je pense pas que Turcotte finisse ses jours en prison. Il va se faire tuer avant, je suis certain, parce qu'il passe tout. Puis lui, il est enfermé 23 heures sur 24. Et il s'agit qu'à un moment donné, il y a des détenus qui soient seuls avec. Bien, là, je pense qu'il va être... il va se faire tuer, ce gars-là. Voyons donc. Ça n'a pas de bon sens de tuer des enfants comme ça. Et je pense que je voulais le souligner. Hier, c'était peut-être pas le moment, là. On était trop haut, et puis je pense que c'était... Mais moi, je pense que tous les auditeurs de radioinfocité.com, je pense, se joignent à moi et à toi, Jean-Marc, Félix Aimé à côté de moi, pour évidemment compatiser avec la famille du policier. Nos sincères condoléances. Ah oui, nos compatiser, puis nos sincères condoléances, parce que ils n'ont pas dû l'avoir facile, eux. C'est pas facile, hein, une histoire comme ça, cet homme-là, depuis 10 ans. Il broie du noir à chaque fois, il n'est pas capable, il était plus capable de dormir, il était plus capable d'avoir de la joie de vivre. Ça l'a traumatisé à vie, ça l'a marqué. Pendant 10 ans, il a essayé de s'en sortir, puis la seule façon qu'il a trouvé de s'en sortir, c'était de s'enlever la vie. Ouais, c'est le dernier recours qu'il avait. Mais bon, je voulais le souligner parce que c'est quand même pas facile. Et puis, je pense que ce policier, j'oublie son nom, mais on pourra l'avoir. Là, ceux qui ont le nom, là, Chantal pourrait peut-être nous trouver ça. J'ai pas l'ordinateur. Je suis déjà sur l'ordinateur, Jean-Marc, donc j'ai pas accès à mon ordi. Non, c'est correct. Fait que C'est correct. Je suis là. C'est moi l'animateur, t'es mon invité. Oui, non, mais je comprends, mais c'est parce que si je voulais faire des recherches pendant que je te parle, je pense que je pourrais pas, sinon je perdrais Skype, puis vous me perdriez. Oui. De toute façon, on a nos recherchistes talentueux, professionnels. Ouais, Yvon pourrait peut-être nous trouver le nom du policier. Yvon Guy va probablement nous trouver ça. Ce soir, sais-tu où je suis allé en compagnie de Félix Aimé? C'est ça que je voulais parler en plus. Ah, ben vas-y donc. Aujourd'hui, laissez parler un peu. On est allé faire des petites visites à Saint-Denis-sur-le-Richelieu. On est allé voir... Je sais pas si je pourrais transférer les photos. Peut-être. Peut-être que tu envoies-lui par message texte. Je suis pas capable, si tu le feras. On va essayer pendant l'émission, au cours de l'émission, de vous faire joindre des photos. Mais on est allé voir l'église à Saint-Denis-sur-le-Richelieu. Saint-Denis-sur-le-Richelieu, je le rappelle, c'est la seule place où les Patriotes ont gagné une bataille. La seule place qu'ils ont réussi, c'était pendant la nuit. Les Anglais sont arrivés. Puis pour alerter les Patriotes puis les citoyens qui étaient là, ils ont été sonner la cloche dans l'église du village. Donc, ils ont fait sonner la cloche pour sonner le cri d'alarme, puis tout le monde est arrivé. Ça s'appelle la cloche Marguerite Michel. La cloche Marguerite Michel. La cloche Marguerite Michel. Le nom de l'église, c'est? Saint-Denis-sur-Richelieu. Saint-Denis-sur-le-Richelieu. C'est l'église de Saint-Denis-sur-Richelieu. Et on l'appelle aujourd'hui la cloche de la liberté. Et on continue. On a été aussi juste à l'arrière. Juste derrière, il y a le cimetière. Puis au cimetière, il y a une plaque commémorative avec le nom de 1, 2, 3, 4, 5, une dizaine, proche de 10 patriotes ou gens qui ont combattu, pas nécessairement morts au combat, mais qui ont combattu pendant la guerre. Puis 6 des 10 étaient enterrés. Ils sont enterrés en ce moment derrière la petite église à Saint-Denis-sur-le-Richelieu. C'est vraiment impressionnant. On va là-bas, on voit, là, ça fait 200 ans que c'est arrivé, tout ça. On le voit, les pierres tombales qui sont là, t'en as des qui datent de 200, même peut-être plus que ça. Tu le vois, la pierre est travaillée, est usée. C'est vraiment impressionnant d'aller voir ça. L'église en tant que telle est super belle, faite de pierre, avec des motifs, des arrondissements dans le niveau supérieur, des belles décorations, une super belle croix. C'est fantastique. J'invite tout le monde là, à aller la visiter. De jour, c'est accessible. On peut rentrer, voir à l'intérieur. C'est super beau. Il y a une petite maquette de l'église également. Entre autres, au-delà des églises, il y a une statue commémorative de Louis-Joseph Papineau. Il y a c'est des petites colonnes technologiques qu'ils ont mis en face de l'église. On pèse sur un bouton, puis ça nous explique historiquement toute l'histoire de l'église. Donc, ça peut être super intéressant d'aller visiter ça.
J'encourage tout le monde. En plus, c'est sur le chemin des Patriotes. Une vue fantastique, vous allez voir. C'est un chemin super prisé pour le tourisme, pour les randonnées en vélo, en voiture, en moto, pour tout le monde qui aime ça, aller faire un peu de route. Le chemin des Patriotes, là, vous ne manquez pas votre coup. Puis, c'est pas mal ça. Il y a des petits parcs aussi avec des statues explicatives de plusieurs faits historiques qui sont arrivés à Saint-Denis sur le Richelieu. Donc, il y a beaucoup de drapeaux des Patriotes. C'est phénoménal. Il y a beaucoup de drapeaux. Devant les résidences, là, devant les gens, les résidences des gens, il y a beaucoup de gens qui se sont, disons, posés des mâts. Hein? Oui, ben c'est le cas de le dire. Là. Il y a une ambiance. On va en poser un, avec un beau drapeau des Patriotes. Ça, c'est évident, c'est dans les plans. Mais il y a beaucoup de drapeaux des Patriotes. Le vert, blanc, rouge est à l'honneur ici, dans la vallée du Richelieu. Surtout dans le coin de Saint-Charles, Saint-Denis. Saint-Charles, c'est beau. Il y a plein de drapeaux des deux côtés de la route. Il y a juste je dirais, un côté négatif, c'est que devant l'hôtel de ville de Saint-Denis, ils ont mis le drapeau du Canada. Celle-là, je l'aime moins. Mais devant l'hôtel de ville de Saint-Charles, non, c'est pas le drapeau du Canada. C'est le drapeau du Québec, accompagné du tricolore vert, blanc, rouge à Saint-Charles-sur-Richelieu. Il faut croire qu'ils sont peut-être... c'est des décisions, je dirais, politiques, je pense. Mais excepté que c'est... puis là, je peux vous dire une chose, hein. Quand vous prenez Hippolyte Lafontaine, vous sortez au Mont-Saint-Hilaire, puis là... c'est là qu'on prend le chemin des Patriotes. Et il y a Saint-Charles, Saint-Denis et Saint-Ours, juste avant d'arriver à Sorel. Et prochainement, il y a Mario Bastiani qui va avoir l'émission du lundi de 20h à 21h. Ça va tourner beaucoup autour aussi des Patriotes, les lectures, des livres à découvrir. Ça va tourner beaucoup autour de ça. Et... je peux vous dire une chose, c'est une ambiance qu'on n'a pas ailleurs. Hein? On n'a pas Moi, je n'ai jamais vu quelque chose de beau comme ça. Pour de vrai, en parlant de nationalisme à l'émission d'hier soir, ça fait du bien de revenir ici puis voir un bout de terre qu'on n'a pas peur de s'affirmer. Planter notre drapeau, raconter notre histoire, être fier de ça. Juste une anecdote, il y a 10 jours, c'était un samedi, j'étais à la coopérative. Coopérative, disons, quincaillerie. Et il y a un monsieur qui était là, qui s'appelle M. Martin, puis j'ai demandé, écoutez, vous, là, je sais pas si je n'ai parlé hier, j'ai-tu parlé hier de ça? Je pense qu'on a mentionné un bout, mais c'est parce que j'ai entendu l'émission ce matin à Radio-VM, Nouveau regard sur notre histoire. Je le recommande à tout le monde, là, tous les mardis matins à 9h. Je sais que c'est sur un autre poste de radio normale, comme on dit. J'étais dans mon auto, puis c'était à Radio Ville-Marie. Ceux qui veulent entendre l'émission de ce matin, vous pouvez aller sur le site de la Société historique de Montréal. Et c'est l'émission de Robert Comeau, le Nouveau regard sur notre histoire. Et ce matin, on parlait de Montcalm et de la bataille de 1759. Et là... on parlait d'une chose, l'historien a dit une chose que j'avais déjà parlé. Puis mathématiquement parlant, ça se peut, mais est-ce que ça s'est concrétisé? Vous allez me suivre. Le nom du policier, Patrick Bigras, c'est ce qu'on me dit à l'instant. Donc, c'est lui qui s'est enlevé la vie vendredi dernier concernant le décès des 2 enfants de Guy Turcotte. Donc, je reviens à ce que l'émission de ce matin sur l'histoire. On parle de Montcalm, et l'historien, c'est un gars qui a fait un livre sur Montcalm, justement. Et il disait qu'en 1828, au Parlement de Québec, je pense, en 1828, on a fait une statue de Montcalm et de Wolfe au Parlement de Québec. Et qu'il y a un monsieur qui est allé à l'inauguration du monument de Wolfe et de Montcalm en 1828, qui avait assisté à la bataille des Plaines d'Abraham.
en 1760. Et il disait ça ce matin à l'émission, qu'il avait à peu près 75-78 ans. Donc, ça fait le compte, si on veut, là. 1760, en 1828, ça fait 68 ans. Donc, il avait peut-être 10 ans à la bataille des plaines d'Abraham. Mais prenez un petit peu de recul. Puis s'il avait 78 ans, puis il vivait jusqu'à 88-90, mais donc on se retrouve en 18-37-38. Donc, il aurait connu les deux. Et mathématiquement, c'est possible parce que les êtres humains peuvent vivre jusqu'à 90-100 ans. Même dans ce temps-là, oui, dans ce temps-là. Ce qui fait que, et donc, je me dis que 1837, ben, il y a des personnages qui sont pas trop loin de nous, qui sont nés dans ces années-là. Prenez notamment le frère André, qui est né, je pense, là, Yvon, vous me le direz, 1800, il est mort, le frère André, en 1937, il est mort très vieux, donc il est né vers les années, je dirais, 1848-50, le frère André. Et je pourrais dire que le frère André a, pour ceux qui croient, guéri mon père. Il avait la tuberculose des os quand il avait 3-4 ans, en 1920, il est né en 1927, et vers l'âge de 4 ans, 3-4 ans jusqu'à 6-7 ans, il était dans le plâtre des épaules en bas des fesses. C'est pour ça que mon père avait les bras longs, puis il avait le corps pas long, parce qu'il était dans le plâtre bien jeune. 3 ans de temps dans le plâtre. Ce qui fait que Félix Ami est extraordinaire, il m'a même mis Google pendant qu'on se parle. Donc, le frère André, qui est né tout de suite après je pense que c'était en 1848, un an avant l'incendie du Parlement du Bas-Canada à l'époque, parce qu'on est avant la Confédération de 1867. Le frère André, n'oubliez pas que le chanoine Groux est né dans les années 1800. Louis Cyr, qui est mort en 1912, la même année que le Titanic, et est mort jeune, il est mort à peut-être 50 ans, 49 ans. Ben, il est né en 1800, peut-être 65, 70, Louis Cyr. Donc, puis Louis Cyr a connu mon grand-père. Mon grand-père a connu Louis Cyr. Il était petit gars, mon grand-père, puis il avait 17, il est né en 1899, mon grand-père. Puis il allait sur les planches, puis là, Louis Cyr le levait, puis ça c'était à Saint-Jean-de-Matin. Fait que tout ça, c'est pas loin. C'est très relié. Les plaines d'Abraham, les patriotes. Je dis ça, les patriotes, parce que c'est pas parce qu'on est à Saint-Denis ce soir, parce qu'on en parle souvent, nous autres, à radiointrocité.com. Nous nous considérons patriotes. Oui. Et j'ai même parlé à O'Neill Perrier, qui est le vieux du village à Saint-Denis, il a 91 ans. Il y en a peut-être qui sont plus vieux que lui. Mais lui, c'est lui qui a mis Saint-Denis sur la carte. O'Neill Perrier et sa femme, sa défunte femme, Berthe Chaillé, qui ont mis Saint-Denis sur la carte parce qu'ils ont travaillé sur le dossier des Patriotes depuis 45 ans. Donc, et c'est lui, comme la cloche, Marguerite Michel, la cloche de la liberté. On va faire une vidéo prochainement, pas la semaine prochaine, mais l'autre dans 2 semaines, en compagnie d'O'Neill Perrier. On va tout vous diffuser ça. Mais c'est pas parce qu'on est ici ce soir qu'on parle des Patriotes, c'est parce que ça fait partie, disons, de notre legs. De notre legs, puis ça fait partie de notre histoire, puis ça intéresse tout le monde, les Patriotes. Même les jeunes d'aujourd'hui, ce qui a bien aidé pour les Patriotes, c'est le logo du Patriote avec le bonhomme avec le fusil. Hein? Ouais, le monde, il l'aime bien. Ça, c'est le dessin d'Henri Julien. Ça, c'est drôle. Il y a 2 semaines, pas plus tard que ça, j'étais au coin à Montréal, au coin de Beaubien, puis d'Iberville. Puis il y avait un homme qui se tenait là au parc Molson. Une journée de semaine, rien de spécial.
il avait son gros drapeau des Patriotes, puis ça le faisait aller dans le parc. Je pense de qui tu parles. Je sais de qui tu parles. Tu connais l'individu en personne? Moi, je le connais pas personnellement. Je l'ai vu, c'est la première fois que je le vois. Je pense que c'est Jean-Marc Labrèche. Il y a une affaire sur le dos, là. Non, c'est pas lui. C'était pas lui, ça, je sais c'est qui. Ce monsieur, puis non, c'était pas lui. OK. Donc, non, mais ce qui fait que... C'est un beau drapeau, c'est ça. C'est un beau drapeau, et puis je pense que... puis il n'y a pas à dire, hein. Je passe presque à tous les matins au coin devant la prison du Pied-du-Courant à Saint-Denis, à Montréal, au coin de Delormier et Ontario. Et bien, Notre-Dame. Puis, je pense toujours au pendu. Et ici, à Saint-Denis, on va vous le montrer un autre soir, à moins que, je ne sais pas si on aura le temps ce soir, là. Mais on a un fusil qui a servi à la bataille de Saint-Charles. On pourrait vous le montrer tantôt, il faudrait le décrocher, il faudrait avoir une façon de le décrocher. Mais si on fait une pause tantôt, on pourra vous le montrer. Suite à la première pause de musique. On enverra une photo à la place. On peut faire ça. À l'instant, je t'envoie ça, mon genre. Ouais, une photo. Et puis, quand on a acheté la maison, ici, il était là, le fusil. Là, j'ai dit au monsieur qu'on a acheté, j'ai dit, ce fusil-là, il ne sort pas d'ici. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il est servi à la bataille de Saint-Charles, le village à côté. Je dis, non, il n'est pas question que le fusil sorte de la maison, ça coûtera le prix que ça voudra, mais il va rester ici, le fusil. Ben, c'est un genre de grande carabine, là, mais écoutez, elle est fantastique. Et puis, tout en dessous, il y a un cadre, je pense que c'est la bataille. François en passait. Comment? C'est un mousquet, pas un fusil. Oui, c'est un mousquet. T'as raison, parce qu'à côté, il y a les petits bâtons pour rentrer la poudre, puis tout ça. Là. Je connais pas vraiment ça. Mais juste en dessous, il y a un beau cadre aussi qui venait avec la maison des plaines d'Abraham. Tu pourras peut-être le prendre en photo, Félix Aimé. Et c'était un mousquet. Oui, c'était un mousquet. Tu as raison, Jean-Marc. Merci de le spécifier. Ben là, le gars, il est obligé de me laisser le fusil, le mousquet, parce que j'ai dit, garde, ils sont pas d'ici. Fait que il m'a pas vendu ça cher. J'aurais payé ça bien plus cher. Je pense que j'ai payé ça 350$. Puis à côté, il y a un tricorne. As-tu photographié une tricorne, Félix? Le tricorne, il est d'époque, là. Le petit chapeau. Le chapeau, c'est un tricorne. Et je sais pas, peut-être que si on mettait un peu plus de luminosité, peut-être qu'on pourrait le mettre sur Skype. Hein? Ouais, je suis en train d'envoyer les photos à Jean-Marc. Ah, Jean-Marc, tu vas avoir les photos à l'instant. Donc, on se remémore ici, les Patriotes, et on va faire... je peux vous dire, étant donné que je suis dans la place maintenant, j'ai parlé à O'Neill Perrier, O'Neill, je le connais très bien, là, j'ai organisé les dîners des Patriotes à Saint-Denis-sur-Richelieu, ici, 4, 5, 6 ans. Le RPS a continué. Il le fait en Saint-Ours maintenant. Mais je compte bien reprendre l'activité, étant donné que je suis sur place. Ben de refaire un dîner des Patriotes à un moment donné à l'année. Il y a la meunerie à côté de la Maison nationale des Patriotes. Ouais, ben là, on voit le mousquet. Et c'est un mousquet qui est servi à la bataille de Saint-Charles. Tu peux continuer, Félix, avec l'autre, peut-être? Avec la photo de... C'est bien les plaines d'Abraham, ça. De celle des plaines d'Abraham, oui. Oui, j'ai envoyé à Jean-Marc aussi la photo qui est... Ben, le cadre avec le combat des plaines d'Abraham. C'est fantastique quand même de voir ça. C'est un sentiment spécial de prendre ça dans ses mains, puis de 200 ans plus tard de voir ça. Je me souviens, tu me racontais, Jean, il l'a pris dans ses mains, puis il sentait l'émotion passer au travers de ça. Ah oui, il a senti l'émotion, il a même embrassé le mousquet. Puis là, je pense qu'il était... T'étais-tu là quand il l'a pris? Moi, j'étais pas là, tu me l'as raconté. Ça, c'est la peinture des batailles des plaines d'Abraham. Et Jean, quand il a pris le mousquet, il lui a donné un baiser. Puis on a vu l'émotion qui est sortie en lui. Et je pense que j'ai vu une larme à l'œil. Mais moi, je suis assez rapide pour ramener l'émotion, pour dire, regarde. Mais parfois, il faut laisser l'émotion aller. Et
ça a été un moment que j'appréhendais un peu parce que connaissant mon frère jumeau et l'admiration qu'il y a envers les Patriotes, surtout la bataille de Saint-Denis, ben on compte bien, étant donné on a les 2 pieds dans la place maintenant, mesdames et messieurs, on compte bien en profiter et en faire profiter aux gens que remettre notre histoire sur toute Saint-Denis de la vallée du Richelieu. Évidemment, il y a eu la bataille de Saint-Eustache, il y a eu les grands discours des 6 comtés, mais étant donné qu'on est à Saint-Denis, on va en profiter. Et si c'est possible, puis quand on dit on va en profiter, on va vous en faire profiter, mesdames et messieurs, parce que on est en tournage, non pas dans la fin de semaine prochaine, mais les 2 autres après, on est en tournage. Et on vous invite à venir nous rencontrer. Je vous explique. Le 4, allez voir sur Internet, vous allez tout voir ça. C'est la fête du vieux marché de Saint-Denis sur Richelieu. C'est sur 3 jours, 5 jours. 4, 5, 6, 7. On peut peut-être voir mets-moi le calendrier, Félix. C'est le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, c'est ça. Le 8, au mois d'août, on est au mois d'août. Non, là, t'es au mois de juillet, Félix. Là. T'es au mois de juillet, au mois d'août. C'est au mois d'août, c'est le 7, 8, 9, 10, 11 juillet. Août. Ouais, 7, c'est la deuxième fin, c'est ça. 7, 8, 9, 10, 11 août. Et moi, je vais être plus présent le 10 et le 11 août à la fête du Vieux Marché au Parc des Patriotes. Imaginez-vous qu'on m'a dit, si évidemment il y a du beau temps, qu'il venait 30 000 personnes à cette fête du Vieux Marché. Bon, il y a des métiers, les dames qui font des courtes pointes. On tisse, justement, il va y avoir des ceintures de patriotes qui vont être en vente. La Maison nationale des patriotes va être ouverte toute la fin de semaine. Donc, c'est le moment peut-être de venir se rencontrer. Et on va filmer. On va être facile à reconnaître, nous autres, le samedi, je pense, ou le dimanche, on va vous le dire, on va vous avertir, vous viendrez nous voir. Jean-Marc, Carl Brochu, moi et O'Neill Perrier. Le vieux du village de Saint-Denis sur Richelieu, ben, on va le filmer, puis il va venir nous expliquer tous les endroits qui ont été, disons, stratégiques dans la bataille de Saint-Denis. Il les connaît sur le bout de ses doigts. Ce qui fait que ça va être... puis on va faire un montage de tout ça par la suite et on va vous montrer ça parce que je pense que c'est un legs qu'il peut nous faire, René Perrier, qui est militant pour la Société historique du Richelieu. Mais étant donné qu'il a travaillé tellement longtemps sur l'histoire des Patriotes 37-38, surtout de la bataille de Saint-Denis, eh bien, on s'est dit qu'on n'attendrait pas qu'il y ait 92, 93, puis 94, puis 95 ans. Peut-être qu'il va être moins en forme. En ce moment, il est en forme. Fait qu'on va en profiter et on va faire profiter les gens aussi que de la visite du village de Saint-Denis sur Richelieu. Un village, je vous le dis, mesdames et messieurs, magnifique. Il est dans les 35 ou 38 plus beaux villages du Québec. C'est le 37e, mais je ne vais pas me tromper. 37e plus beau village du Québec, sur le long du Richelieu. Et quand vous allez arriver au Parc des Patriotes, il y a un monument. Mais en face, quand vous allez regarder le monument, vous allez voir le Patriote qui est sur le monument. Le Patriote regarde une maison en face qui est verte et blanche. Ça, c'est l'ancienne maison de Dominique Michel. Une maison magnifique avec des balcons, là. C'est magnifique. À côté, il y a des auberges. Écoutez, il y avait une maison à vendre à côté de l'hôtel de ville. 300 000 piastres, 16 pièces. 16 pièces, imagine-toi. C'est pas cher. Piscine creusée, 2 garages, 300... Accès sur le Richelieu. Accès sur le Richelieu. Tu peux même accoter ton yacht sur le kit de ta maison. 300 000 piastres. À Montréal, tu n'es même pas capable d'avoir une maison en bas d'un... Un condo à 4,5 à 300 000. À 300 000. Là, tu as 16 pièces. C'est encore à vendre, je vous le dis. Là, ceux qui veulent l'acheter, allez-y. Vous êtes direct en face du Parc des Patriotes et vous avez accès sur le bord du Richelieu. Écoutez, quand on regarde des maisons à Montréal, on peut se dire que c'est quasiment donné. Et donc, elle est même encore à vendre. Il y en a quelques-unes. C'est accessible. Puis beaucoup, beaucoup moins cher que vous le pensez. Donc, on va être là.
Oui, ça, c'est la statue de Papineau qui a été installée par le RPS, Benoît Roy, Bernard Landry et Pierre-Carl Péladeau. Gilles Réaume. Gilles Réaume, effectivement, qui a travaillé beaucoup sur le dossier, mais il y a eu, ça a coûté 100 000, cette statue. Et elle est justement à côté de l'hôtel de ville, tout près du Richelieu. Il y a un petit parc, là, c'est pas le parc des Patriotes, mais vous allez le trouver facilement. C'est en face de la station d'essence qu'elle est la statue. Donc, c'est un village historique. Vous avez l'église, on l'a photographié tantôt. Je ne sais pas si tu es capable d'envoyer des photos de mon téléphone à l'envers. Oui. Je vais te trouver ça. Hey, attends, je vais juste te trouver les choses des photos. Et tu vas avoir ça, là. C'est impressionnant, vous allez voir. C'est marché 200 ans en arrière. C'est comme se téléporter dans le temps. C'est incroyable. Le Richelieu au grand complet, moi, je pense qu'on devrait l'exploiter un petit peu plus. On devrait justement inviter les gens à venir visiter. Il y a la Maison nationale des Patriotes qui se situe aussi à Saint-Denis-sur-le-Richelieu, avec un musée, des pièces d'époque, de la guerre, juste d'époque, du quotidien. Ils vendent des petits souvenirs aussi. Ils vendent des souvenirs, mais même ils vendent des ceintures fléchées qui sont faites au village. Il y a des artisans qui travaillent et qui vendent des ceintures fléchées. Écoutez, là, ceux qui pensent qu'une ceinture fléchée, ça coûte 20$, là, vous en avez à 20$. Puis moi, je vais m'en acheter une, je vais en installer une ici. Là. Je vous le dis, là, il va en avoir une belle. Mais il faut me laisser le temps d'arriver. Mais parfois, là, ça peut coûter jusqu'à 600, 700, 800$ une ceinture fléchée faite par des artisans du coin. Mais il y a du travail là-dedans. Là. Parlez-en à Victor Charbonneau. Je pense qu'il a été capable d'en faire. Et Victor Charbonneau, qui est quand même pas mal bon pour l'histoire des Patriotes, ce vieux Victor. Ceux qui ne savent pas c'est qui Victor Charbonneau, écrivez sur Google Victor Charbonneau, Journal de Montréal. Il y a eu un article sur lui dernièrement. Et c'est le magasin ambulant. C'est le gars qui a une grande barbe jusqu'ici, là. Puis, il a un chapeau là, style campagnard un peu. Et puis, il a tout ce que vous voulez, si vous voulez, au niveau nationaliste. Donc, Félix Amé va vous envoyer des photos de l'église, des petites croix, hein, des petites croix qui sont au cimetière représentant, voici l'église. Là, c'est le but de derrière. On n'a pas pris de devant. C'est trop facile. Allez, Saint-Denis, église Saint-Denis sur Richelieu, vous allez voir le devant de l'église sans problème. Là, on vous a envoyé le derrière. As-tu envoyé toutes les photos? Oui. Donc, sur les photos que vous allez avoir, il y a à peu près une dizaine de petites croix, comme on vous disait tantôt. C'est des patriotes qui ont fait la bataille de Saint-Denis. Et il y en a qui ne sont pas nécessairement enterrés là, hein, je pense. Il y en a 3. Environ 6 sont enterrés là. Puis, oui, c'est exactement ce que vous voyez. C'est 6 qui sont enterrés là, sur les 10 mentionnés. Donc, vous voyez, les 3 du fond, si ma mémoire est bonne, sont enterrés là. Oui. Ainsi qu'il y en avait un peu plus à droite qu'on ne voit pas sur la photo. Mais il y a d'autres photos que vous allez voir. Puis, en fait, c'est ça. Les autres ne sont pas enterrés là, mais sont mentionnés parce qu'ils ont participé à je ne sais pas sûr si c'est exactement les guerres, mais ils ont participé politiquement dans le coin de Saint-Denis sur le Richelieu. Oui, mais je pense qu'ils ont participé à la bataille de Saint-Denis. Ça se fait très bien. C'est un petit coin, hein? C'est pas très gros, mais vous pouvez le voir très bien, même si le cimetière est fermé. C'est impressionnant quand vous regardez sur le côté gauche, il y a un chemin qui continue. On ne le voit pas sur la photo, mais c'est super beau. Il y a une immense croix qui est plantée au fond, en plein milieu, avec Jésus, le crucifix. C'est impressionnant. Puis les pierres derrière, on les voit pas bien, mais juste celle la plus à gauche, proche de la première croix, on voit la pierre est travaillée par le temps. Les gravures des noms de la personne qui est enterrée là, on les voit même plus quasiment. C'est vraiment, là, c'est patrimonial. Oui, c'est patrimonial. C'est du patrimoine national, moi, je pense. Mm-hmm. Et on invite les gens à venir. Il y a un restaurant qui s'appelle le restaurant Pub Les Patriotes. Vous allez voir, c'est excellent, c'est très bon. Et puis, il y a une photo du bonhomme patriote, la devanture de leur annonce. Donc, ça, c'est les 3. On peut voir les noms. François Dufault, Antoine Daniel Lusignan, je crois. Oui, Lusignan.
Gagnon, je pense bien, là, mais on va vous donner les noms. François Dufault, évidemment. Il y a Joseph. Attendez, En tout cas, on va vous revenir avec les noms plus précisément. On ne veut pas fausser les noms, c'est trop important. Donc, c'était une visite. Puis vous allez en avoir plein la vue. Vous allez pouvoir marcher sur les lieux de la bataille. Je vous le dis, là, j'ai marché l'autre jour sur les lieux de la bataille de Saint-Denis-sur-Richelieu. C'est un petit peu après le village. Il y a un monument en pierre des champs et qui vous dit, en face, a eu lieu la bataille. Malgré même que ça s'est étendu un peu jusqu'à la maison Charrier. Mais là, on voit l'église d'un peu de tous les côtés, mais vu du derrière, c'est extraordinaire. Et les pierres sur cette église sont comme blanchâtres. Là, On voit qu'ils ont traversé le temps. On peut aller, quand on s'attarde bien, on voit qu'il y a des pierres qui ont vécu depuis. Ils sont là, c'est des pierres originales. Ils sont vieilles, mais bien entretenues. On voit que la pierre a travaillé avec le temps. Ici, on voit bien du côté gauche, vous voyez à gauche complètement la tour qui est devant devant de l'église. Oui. C'est en haut complètement que se trouve le clocher. La cloche, Marguerite Michel dit... oui, c'est exactement ça. C'est cette cloche-là. La cloche originale qui a été sonnée le soir de la bataille. Oui, c'est ça. Puis je pense qu'on peut voir la cloche là, dans le clocher ici là, de l'église. C'est la cloche Marguerite Michel et O'Neill Perrier aime bien qu'on dise la cloche de la liberté, comme la cloche de la liberté à Philadelphie. Donc, je vous le dis, là, nous, on va y aller avec O'Neill Perrier, parce que moi, ce que je veux, c'est que recevoir le legs, l'histoire d'O'Neill, diffuser ça sur les réseaux sociaux, bien sûr sur radioinfocité.com, mais en même temps, savoir, moi, je veux le savoir pour mes enfants, mes petits-enfants et les gens qui vont venir, on pourra aller leur expliquer où a eu lieu la bataille, les moments les plus importants, parce que vous savez, il y a toujours des petits bouts qui se perdent dans l'histoire. Et c'est important d'aller chercher ces petits bouts-là, et c'est O'Neill Perrier qui va nous le donner. Là. Et là, on y touche presque. Dans 2 semaines, on enregistre. Et ça, c'est vu. Là, on voit le presbytère à votre droite, c'est le presbytère qui est de l'église. Et vous allez voir une photo un petit peu par la suite. C'est, je ne sais pas, c'est pas le nom, ça fait pas assez longtemps que je suis à Saint-Denis. Il y a une autre photo qu'on voit le presbytère et l'église est un peu en face. Il y a une superbe maison, je ne sais pas si c'est la maison Charrier, mais on pourra, avec O'Neill Perrier, avoir plus de précision, en tout cas, enfin, avoir toutes les précisions. Il y a un cadre que vous voyez en arrière de moi et Félix Aimé, vous voyez la statue de Papineau. Il y a un cadre sur le mur, et puis je peux vous dire que c'est tout un cadre. J'ai pris ça au marché aux puces Saint-Michel. Il y a des trouvailles à faire là, mesdames et messieurs. J'ai payé ça 50$. C'est un calendrier de 1927, et c'est marqué sur le calendrier Ministère des Terres et Forêts du Québec. François s'est mis en pause, c'est pour ça qu'on l'a perdu. Il va falloir revenir. Il a appuyé sur une touche où il a perdu la connexion. Mais c'est pas grave, il va revenir. Je suis sûr qu'il va s'en rendre compte qu'il a fait de quoi de pas correct. Il arrive des fois comme ça. Oui, bon, c'est ça. Il m'appelle sur l'autre ligne. Je présume que c'est lui qui nous appelle sur l'autre ligne. Et t'as fermé ta connexion ou t'as accroché le piton? Accroché le piton. Maintenant, on va se rebrancher tout de suite. Oui, rappelle-nous. Il va se reconnecter, c'est pas un problème. OK, ben c'est ça. C'est comme vous avez compris, on fait une nouvelle expérimentation, un nouveau style. C'est-à-dire que je m'occupe de la mise en onde directe. Puis on ramasse toute l'information directement via Skype. Voilà. Et comme on fait avec pas Félix, mais avec
notre ami Carl et compagnie. On va fermer ça. On va arrêter de sonner. Puis aussitôt qu'il va être prêt, mais il va venir comme ça nous ramener. En attendant, je vais aller voir les commentaires que vous avez passés. J'ai vu Martin-Joseph Lamontagne qui nous dit « Je suis en direct du nouveau CHUM. » Eh bien, c'est bien ça, Martin. Ah, vas-tu nous faire un petit direct en direct du CHUM, mon cher? Ah là 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 là. Allez. Rebranchez vous autres, les jeunes. Ah, les jeunes. Qu'est-ce qu'il nous disait? Ah oui, il y a... Ben oui. Ça va me permettre d'éclaircir cette petite question-là. Oui, on diffuse en direct sur toutes nos chaînes. Que ça soit le Radio Infocité en direct, le Radio Infocité Archive, sur le Facebook et bien entendu sur la radio normale. On diffuse sur toutes ces plateformes-là en même temps. Parce qu'on veut garder l'habitude que le monde garde l'habitude des deux chaînes. Puis bientôt, on va recommencer la nouvelle saison seulement sur la chaîne originale que vous connaissiez. Et on va remettre Radio Infocité en direct. On va la mettre en suspens là, au cas où. Au cas où on a un autre bobo, on l'aura toujours sous la main. C'est notre chaîne sans vouloir utiliser d'anglicisme, mais c'est notre petite chaîne de relève. Voilà le beau mot. Merci, mon cher. Relève. Hey, il voyait que je patinais, lui. C'est ça. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Il faut mettre les microphones au-dessus des intervenants. Il faudrait qu'ils se lèvent pour manger le micro, M. Drolette. Ah oui, je vais essayer. Non, on va c'est juste simplement un test qu'on faisait ce soir, M. Novican. On ne fait que le premier direct. C'était même pas prévu, en fait. C'est juste parce qu'il a fallu qu'il se déplace là-bas pour régler un problème non prévu. Et puis il est trop tard pour revenir pour le 21h. Donc, c'est ça. Ça fait ça à chaque fois de ces temps-ci. Ben oui, mon cher Hugo, on diffuse sur toutes les chaînes. C'est ça que je disais. Au Québec, nous ne connaissons rien de l'inconscience de l'être humain. Ouh, c'est pensé, ça. C'est diffusé sur les deux chaînes. Ben oui, en même temps. Ben oui, c'est ça. Mais c'est plate, car on se retrouve à être à deux gangs séparés qui écoutent. OK, mesdames et messieurs, tous ceux qui nous écoutent sur le Radio Infocité générique, que je vais l'appeler, sachez qu'on diffuse sur les deux chaînes en même temps. J'attends juste que la caméra est apparue. Ah oui, tasse-toi de là, toi. Bon, les maudits pop-up. Messieurs, est-ce que vous êtes là? On est là. Voilà. Lâchez les fils, il paraît. C'est ce qu'on nous a dit de vous dire. Oui, c'est ça qu'on va faire. Non, parce qu'on voulait vous montrer la photo d'hier en arrière de nous. Je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, mais c'est un calendrier que j'ai acheté au marché aux puces Saint-Michel, 50$, 45$, encadré, tout le kit. C'est le ministère des Terres et Forêts, 1927 du Québec, avec l'honorable Honoré Mercier, le seul premier ministre indépendantiste avant probablement René Lévesque. Bon, il y en a qui vont me dire que René Lévesque, on peut partir le débat, encore une fois, il n'était pas indépendantiste. Oui, il était naïf, mais il était souverainiste, je pense. Faut pas essayer de couper les cheveux en quatre, là, puis être plus catholique que le pape, plus catholique que Martine Ouellette, là. Regardez, Martine Ouellette est bien bonne et bien fine, mais regarde... on recommencera pas le débat, mon François, là. Non, on ne recommencera pas. Ben, j'ai dit qu'elle était bonne puis elle était fine. Puis, Jean-Marc, j'ai pas dit qu'elle était pas bonne.
OK, Je ne c'est recommencerai correct. pas le débat de ce soir, parce que là, on a eu en masse, mais je pense que les gens demandent, on va en faire d'autres débats comme ça. Puis les gens Euh, me disent qu'il ne faut pas t'oublier la prochaine fois que tu montes là-bas à Saint-Denis d'amener la nouvelle caméra, hein? Oui, notre caméra est temporaire. Ouais, c'est ça. C'est de l'ordinateur, donc c'est pas les meilleures caméras qui viennent avec, mais Mais pendant que j'ai fait l'erreur tantôt de débrancher le fil, on s'est dit, on peut mettre une caméra beaucoup plus performante. Et puis, ça devrait aller. Je ne sais pas si le son sort Un bien. micro. il sort Non, le bien. son il est très écho actuellement, mais on vous entend très bien. OK. Donc, est-ce que Carl est là ce soir? Non, il n'est pas là ce soir, Carl. Non, il est présentement en direct de Frank Tom. C'est ça. Cette affaire-là, là, il nous écoute sur YouTube. Je ne sais pas s'il a écouté l'émission hier, mais je pense que Carl Oui. était hier soir, il devait être jaloux de ne pas participer à l'émission. Et puis, je pense que je voulais m'adresser à Denis Laberge en ce moment, parce qu'il a quitté l'émission assez rapidement, mais que Jean ne lui en veut pas, même s'il est dur parfois dans ses propos. Vous devriez savoir, Denis, qu'il est beaucoup plus dur avec moi quand on discute. Et puis, ne vous en faites pas, soyez pas rancunier envers Jean, Denis. Il vous respecte beaucoup. Et après l'émission, on en a parlé un petit peu, puis il s'en voulait un petit peu d'avoir été dur avec vous. Mais c'est sans rancune de sa part, en tout cas. On a vu aujourd'hui, passant à autre chose que l'histoire, on peut revenir quand même un petit peu plus tard, mais qu'il y a un nouveau premier ministre qui va être élu demain en Angleterre. oui. Comment il s'appelle, lui, là? Son nom, c'est... Son nom m'échappe, j'arrive avec ça tout de suite. Tu veux dire de Boris? Boris, oui, Boris. Boris, comment son nom? C'est tout un numéro. Oui. C'est l'ancien, c'est celui qui a fait la Brexit, ou plutôt qui était le chef de ceux qui voulaient le Brexit. À l'époque de... Boris, Voilà. oui, il voulait le Brexit. Ben, au début, il était contre. Mais 3 jours après, il revirait de bord. Puis là, mais là, il va devenir premier ministre. J'ai hâte de voir. Certains le comparent à Trump, Oui, et puis il dans a le dit... sens qu'il fait beaucoup de fake news. Moi, je le connais pas beaucoup, le monsieur. Puis que ça lui dérange pas de dire des sottises aussi de temps en temps. Exact. Puis là, je pense que la fin des négociations pour la sortie de l'Union européenne, je pense, là, corrigez-moi, là, Yvon là, ou d'autres, je pense que c'est le 28 octobre prochain. Mais je peux me tromper de la date, mais c'est à l'automne. C'est cet automne. Et lui, il a dit qu'il n'y aurait pas de niaisage qui sort. Puis on sait qu'il y a une dette de 50 milliards là-dedans. Et lui, il pourrait tout si bien dire, bon, ben la dette, là, on ne vous paye pas. Et il pourrait arriver de même, lui. C'est tout un numéro. Et même Trump lui a donné son appui. Hein? Mm-hmm. Et puis, souvent, Trump a dit qu'il trouvait que c'était un homme respectable, qu'il l'aimait bien. et puis il souhaitait sa victoire. Souhaitait sa victoire. Fait qu'il faut essayer donc dire... Juste faire un parallèle avec ce que je disais la semaine passée. Les Américains, lorsqu'ils appliquent une façon de fonctionner, dans les 10 ans qui suivent, l'Europe applique la même façon, le même modèle. L'idéologie américaine suit en Europe dans les 10 années qui suivent. Donc, si Trump est réélu un autre mandat, étonnez-vous pas de voir beaucoup de personnages du genre à être élus en Europe, à être supportés en Europe, puis que les gens qui sont restés souvent plus dans le silence, plus de droite, plus aller chercher un peu plus de pouvoir au niveau de la légitimité des paroles dans la place publique. Oui, mais excepté que aujourd'hui, quand j'écoutais Luc Lavoie, il disait, puis il a nommé plein de chefs d'État qui sont de cette nouvelle mouture-là, c'est populiste. Et moi, j'aime pas ça quand on dit d'extrême droite, parce que là, pour moi, l'extrême droite, c'est Hitler. Je sais pas, là, à moins qu'on n'ait plus les mêmes références, là. Mais et je peux pas comparer, moi, Donald Trump, Boris Johnson,
et d'autres premiers ministres à être là. Comme notre ami Seno aime bien faire. Patrick. Notre ami Patrick Seno. Oui, et lui, il aime ça le faire. Salut Patrick, on le salue. Oui, salut, mais excepté que, puis si tu veux téléphoner, Patrick, il n'y a pas de problème. Gêne-toi pas. Gêne-toi pas. Quand t'as le chien sans attaquer, défends-toi, mon Patrick, t'es capable. Donc, ce qui s'en vient, là, c'est des leaders populistes. Et puis, je pense que... Est-ce qu'on peut dire que Trudeau, c'est un populiste? Ça doit être un des plus populistes. À sa façon. Écoute, t'en vas te déguiser en clown si c'est pas du populisme. C'est ça. C'est ça, je dis. C'est un des plus grands populistes de la planète en ce moment, je te dis. Oui, initialement, le 29 mars a été accordé à l'Union européenne jusqu'au 12 avril, puis le 31 octobre. 31 octobre 2017, merci. 2019, excusez-moi. Donc, à la fin du mois d'octobre, et je pense que Boris Johnson veut sortir. Là. Lui, il sort, puis remettre les douanes, puis en bonne et due forme, et je pense que j'ai hâte de voir la façon... merci Yvon Gay, c'est Yvon qui nous donne les informations. Là. Je les ai peut-être sur mon téléphone. Vous pouvez me les envoyer, Yvon, sur mon téléphone. Là. Je vais tout avoir là, aussi en même temps que Jean-Marc. Si Jean-Marc ne réagit pas tout de suite, puis vous me l'envoyez. Johnson s'est présenté aux élections comme étant un représentant du Brexit pressé. Donc, lui, c'était là-dessus qu'il jouait ses élections. Pour lui, voter pour lui voulait dire voter pour une sortie de l'Europe rapidement. Rapide. De façon claire. Pas de peut-être que oui, peut-être que non. On sort puis on... Mais c'est drôle, hein? Il y a eu l'appui de Trump quelques jours avant. Et il est sorti fort. Il y a eu 2/3 du vote en Angleterre. Fait que le Parti conservateur... Fait que je suis pas sûr, moi, que Trump... Novican, j'ai pas eu le commentaire. As-tu eu le temps de pas le commentaire? J'ai pas eu le temps de lire. Donc, on voit pas tous les commentaires. On voit pas tous les commentaires, mesdames et messieurs, ce soir, Félix Lemay et moi. De dire des bêtises comme tout le monde, monsieur Félix, les détenteurs de la vérité sont des plus inconscients que tous. Je sais pas pourquoi, là. Je sais pas à quoi vous voulez en venir. Il parle de M. Johnson. Peut-être c'est ça qu'il voulait dire, M. Johnson. Oh, vous étiez sur cette conversation-là. Oui. Oui, non, mais ça, je le sais, mais excepté que le commentaire visait Boris Johnson. Mais c'est pas grave. Le but de l'exercice, c'est que demain, il va être en poste, le bonhomme. Et c'est si je t'envoie le nom... oui, envoyez-moi les noms de la bataille de Saint-Denis, Yvon. Ça va être bien intéressant. Sur mon téléphone, je pourrais les nommer tantôt. Mais je sais qu'il y en a beaucoup, là, mais ça va être demain qu'il va être en poste, Boris Johnson. Et j'ai hâte de voir la façon dont il va être reçu. Parce que là, il sort de l'Union européenne, mais est-ce qu'il va y avoir des réunions? Il va y avoir le G7 pareil, le G8. Il va être là. Il va être là. Oui, il rentre là-dedans. Il rentre là-dedans, lui, là. Et avec Trump, je ne sais pas quelle va être sa réaction avec Justin Trudeau, parce que Trump va sûrement lui dire qu'il a affaire avec un imbécile au Canada. Et ça ne sera pas là que Boris Johnson va s'en rendre compte lui-même. Là. Parce que là, on l'a vu, Trudeau. Si on revient à Trudeau, on l'a vu, Trudeau, dans les conférences des G8. Il est isolé. Il est tout seul, le gars. Il est ignoré par les autres. Et ça en fait quasiment pitié. Fait que je pense que lui, il va rentrer en poste demain, Boris Johnson. Et j'ai hâte de voir là, la continuité de la prise de pouvoir des gens dits populistes. Et si les conservateurs prennent le pouvoir au Canada dans quelques mois, là, ça ne sera pas une victoire des populistes. Ça va être une victoire de je ne sais pas qui. Je ne sais pas comment on peut qualifier Andrew Scheer. Je ne sais pas si c'est un intellectuel, mais je peux te dire une chose, c'est que je ne sais pas si c'est du même acabit que Stephen Harper, mais Stephen Harper, c'est un gars qui était quand même assez solide. Andrew Scheer, c'est un professeur. Andrew Scheer, professeur d'histoire, je pense. Était un professeur. Il travaillait dans le domaine de l'éducation. Il a été dans un commissaire, je ne me souviens plus exactement. Puis après ça, il a commencé en politique.
D'après moi, c'est peut-être pas un homme de la... Il était à l'école, commissaire de l'école catholique d'Ontario. Si un nom est bon. Moi, je trouve pas qu'il y a la prestance d'un Harper, que l'assurance d'un Harper. Après, bon, on verra une fois élu comme premier ministre. J'avais tendance à dire la même chose de François Legault, comme quoi il n'y avait pas la prestance puis la carrure pour être premier ministre. Puis depuis qu'il est premier ministre du Québec, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'assurance. Il a gagné en crédibilité puis en assurance avec la façon qu'il a géré ses politiques depuis 1 an. Son attitude quand il fait des sorties publiques, la manière de sortir son message. Je trouve qu'il fait très bien ça. Puis avant les élections, avant d'être au pouvoir, dans le rôle de l'opposition, je le trouvais correct, parfois malhabile. Donc, ça peut être intéressant à voir. Pour ce qui est de l'Angleterre maintenant, moi, j'ai pas vu, malheureusement, j'ai pas pris le temps encore de regarder beaucoup de vidéos de discours de M. Boris. J'ai bien hâte de voir à quoi ça va ressembler rendu dans des réunions comme le G7, le G8, le G20, voir l'union des droites maintenant. Donc, l'Italie, Salvini, l'Angleterre, les États-Unis, des gros pays quand même, des pays importants qui vont être ensemble autour de la table contre des Macron, des Merkel, des Trudeau ou des Scheer. Scheer, je ne sais pas comment il va jouer ses cartes, mais si on garde ça avec la situation actuelle, ça risque de faire beaucoup de friction dans les réunions des grands pays occidentaux et autres. J'ai bien hâte de voir comment tout ça va se dérouler, comment les pays vont jouer leurs cartes, comment le Trudeau va jouer ses cartes aussi. D'après moi, on risque d'aller dans une poussée encore plus extrême de l'idéologie qu'il y a en ce moment, même si je la trouve déjà extrême à point. Et par contre, je pense que ça peut être un point positif pour le Québec, pour les Canadiens, autant qu'à moi, ça va être même mieux pour eux aussi, que des figures comme ça percent, puis mettre une image contraire à Justin Trudeau. Quand on va aller comparer maintenant Justin Trudeau à l'international, la crédibilité de Trudeau va tomber, mais de beaucoup. La façon qu'il va juste donner ses poignées de main aux autres chefs d'État, la façon qu'on va le traiter, qu'on l'ignore comme ça, deux représentants de suite, qu'on l'ignore de la sorte, c'est une des plus grandes marques de manque de respect qu'on peut faire en politique. Devant les caméras, ils savaient très bien, les dirigeants, que tout était filmé, puis c'était voulu. Il y a eu un contact du regard avant ça. Donc, j'ai bien hâte de voir comment le reste des choses vont se dérouler. Puis qui sait, peut-être que ça va permettre de faire élire quelqu'un un peu moins de la gauche multiculturaliste d'extrême gauche, comme je viens de dire. Tant qu'à parler d'élections, avez-vous vu ça passer? Le directeur des élections a reçu une ordre de la Cour fédérale pour se pencher à nouveau sur la possibilité de déplacer le jour du scrutin d'octobre en raison d'une fête religieuse juive et de rendre une décision seulement dans quelques jours. C'est ce qu'ils vont faire. En vertu de la loi des élections fédérales qui peuvent se tenir au plus tard le 21 octobre, jour qui coïncide comme par hasard cette année avec une fête juive appelée le Shemini Atzr, whatever, je vais le prononcer. Lors de cette fête, les Juifs orthodoxes pratiquants ne sont pas autorisés à travailler, voter ou faire campagne. Hey, le Canada, là, il est après de tomber sur la tête. Ben, certainement. Écoute, c'est rendu qu'on déplace la journée des élections pour des accommodements religieux. Ouais. Ça, c'est le bout du bout, ça. Je te dis. Tu peux pas aller plus loin que ça. Non, tu peux pas aller vraiment plus loin que ça. Et si ça arrive, voilà, tout aussi bien d'abdiquer concernant le Canada, là, c'est les religions qui mènent, pas le peuple qui mène. Fait qu'on va voir,
Je dirais juste aux députés fédéraux, là, si vous pensez, si vous voulez vraiment protéger votre Canada, là, je vous invite à réviser vite la loi fédérale sur les scrutins pour empêcher ce genre de déplacement-là. Tu sais. Parce que M. McDonald, excusez-moi, l'honorable juge McDonald qui ordonne ça à M. Perrault. Qu'est-ce qu'on peut pas entendre? Écoute, ils ont pris la mauvaise religion, hein? Ils sautent leur droit de vote, c'est comme ça. Tu veux croire à ces affaires-là, ben tu peux pas voter. Sinon, tu te déplaces, tu y vas. Non, mais là, ça c'est l'extrême des extrêmes. Oui, c'est ça. Qu'il aille à faire les votes par anticipation 2 semaines avant, au pire des pires. Voilà. C'est ce que Claudine Lépine vous disait dans le clavardage, puis André Couture également. Il faut... Voilà. Nous, les pauvres blancs... Excuse-moi, tu parles en même temps que moi. Vas-y. Vas-y. Je disais que nous autres, les pauvres blancs, catholiques, québécois, parlant français, nés au Québec, malheureusement, nous autres, c'est ça notre défaut. Non, ben, c'est comme ça, puis on se laisse marcher ses pieds, puis si ça continue comme ça, ben ça va être... là, on va déplacer les élections par rapport à une autre fête religieuse. En fait, je peux vous dire une chose, c'est que s'il gagne ce procès ou cette requête, ben on va être la risée du monde entier encore une fois. C'est sûr, beaucoup. Oui, mais le juge a déjà ordonné, a déjà fait déjà pris la décision. À l'effet que... Il a demandé au DGA de reconsidérer la date des élections. Ah, oui? Oui. En fait, c'est ce que tu disais tantôt, là. C'est ça. Non, mais c'est là que tu vois que tu as raison, Jean-Marc, que tu marques un très bon point. Notre problème au Québec, c'est ça. On travaille pas là-dessus, on fait pas de revendications de la sorte au niveau judiciaire. C'est au niveau judiciaire qu'il faut aller essayer de mettre des bâtons dans les roues puis aller mettre de la pression sur les gouvernements fédéraux. C'est exactement cette technique-là qui peut nous faire gagner des petits gains, que sur le long terme, ces petits gains-là nous aident beaucoup. On m'expliquait, je ne dirais pas qui m'a expliqué ça, là, parce que je ne veux pas le mettre dans la marde. Là. Il ne m'a pas donné permission de le mettre en référence, mais on m'expliquait que tous ces groupes-là, sais-tu c'est qui les finance? Vas-y. C'est nous autres, les caves. Parce que c'est toutes des associations de mineurs ou qui reçoivent des subventions du gouvernement du Canada puis du Québec, quand c'est au Québec, pour valoriser l'intégration à notre société. Les OSBL, puis ouais, donc. C'est ça. Oui, ben oui, c'est vrai, le pire, ça sort de nos poches, ces affaires-là. Oui, mais c'est. Puis dans tout ça. Ben, le juge a été payé aussi pour prendre cette décision. Oui, c'est payé de nos poches. Puis, regarde, si ça arrive, bon, s'il demande au directeur général des élections de reconsidérer la date des élections par rapport à une fête religieuse, ben là, on voit qu'on est loin du Québec au niveau de la laïcité. Est-ce qu'ils veulent nous faire ça juste pour un petit peu nous narguer? Je ne sais pas, mais je pense là que on vient de démontrer que le Canada, à la face du monde, que le Canada est un pays multiculturaliste et, en fait, qui fait passer les idées religieuses avant les idées de l'État. Et ben là, si c'est ça qui arrive, ben on n'aura pas beaucoup de pouvoir décisionnel là-dessus. Mais il reste en bout de ligne que la décision du juge est très représentative en tout cas du domaine, non pas du domaine social, mais de la manière de vivre ensemble. Ben ça, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire une chose, c'est que les religions emmènent large au Canada. Et pas sûr qu'on aurait vu ça il y a 15 ans, 20 ans, moi. Pas sûr.
Mais aujourd'hui, je peux vous dire une chose, c'est que si ces groupes religieux font des demandes de la sorte, c'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir gain de cause et ils en profitent. Mais je pense là, que c'est pas la bonne façon de se faire des amis. Et comme on l'a dit, il y a les bureaux de vote avancés et les gens peuvent se prévaloir de ce droit. Et à ce que je sache, la date des bureaux de vote avancés n'est pas du tout dans la fête religieuse, dans la dite fête religieuse. J'ai sorti ça. Et on donnait les dates et les bureaux de vote avancés. Là. Les BVA, c'est bien avant ces fêtes religieuses. Et je pense que ce n'est qu'une façon une autre façon, encore une de plus, pour pousser à l'extrême les revendications des communautés religieuses. Et je pense que c'est pas de la bonne façon qu'il faut s'y prendre. Mais là, maintenant, s'ils ont gain de cause, ben là, on va être... et s'ils ont gain de cause, ben là, ça sera une décision du gouvernement de changer la date des élections. Et s'ils changent la date des élections, ben, ça va démontrer encore une fois que les religieux ont beaucoup plus de pouvoir au Canada que, disons... Monsieur, madame, tout le monde. Oui. Comme dirait Jean-Marc. Et que dans leur pays d'origine. Les hommes blancs, les hommes traditionnels, si on veut. Oui, 55 ans, tu sais, 55 ans blanc, là. C'est ça. Fait que moi, je pense que si cette décision-là est maintenue, ben, écoutez, on va vivre avec, mais ça va nous démontrer, ça va démontrer à la face du monde que le gouvernement fédéral, le Canada, est en fines affinités avec tout organisme religieux, que ce soit les Juifs, que ce soit les Sikhs, que ce soit les musulmans, que ce soit n'importe qui. Le gouvernement fédéral se veut tellement diversitaire, se veut tellement pro-diversitaire, pro-gentil, pour le bien, pour la vérité, pour le multiculturalisme, qu'ils vont prendre ça comme exemple puis l'appliquer et dire, voyez, c'est ça le bon, c'est ça être bien, c'est ça être du bon côté, faire les bonnes actions, c'est ça qui est bien, laisse tout le monde faire ce qu'il veut. Change la date des élections, c'est pas grave. Ils ont des croyances religieuses, c'est eux, c'est important, c'est ces individus-là, c'est l'individualisme pur. Individualisme au plus extrême, c'est l'individu, ses croyances à lui qui priment sur l'État, qui priment sur la collectivité, qui priment sur la société. Je sais pas ce que Patrick Sénou nous dirait de ça. Patrick nous dirait. J'aimerais ça qu'il appelle Patrick. J'aimerais ça savoir. Mais là, il y a une chose que j'aime pas bien dans la prise de vue qu'on a dans ce soir, Félix Ami et moi, c'est que tu as un chandail sur le dos, mais on dirait que tu fais de la publicité sur Justin Trudeau. Il faudrait que tu te lèves un peu pour que les gens voient un peu ce que... Pas qu'il y ait de malentendus. Oui, c'est ça. Faut pas que ça soit ambigu, tout ça. Non, faut pas qu'il y ait de malentendus, donc... on va essayer de voir. Bon, c'est un doigt d'honneur. Un petit peu moins poli. C'est un doigt d'honneur que tu fais à Trudeau et que, là, il n'y a plus de malentendus, n'est-ce pas? Ça fait que... Non, là, les choses sont claires. Si jamais il y en avait qui se posaient des questions, inquiétez-vous pas, j'ai pas changé d'équipe. On m'a pas échangé encore. Et tu t'es promené sur la rue Beaubien à Montréal avec ce chandail-là et tu as eu des regards assez, disons... Étonnamment, est-ce que ça l'est tant que ça en date d'aujourd'hui dans le quartier Rosemont, petite patrie? Je marchais avec ce chandail-là, puis j'ai choqué quelques petites madames, je te dis. On m'a regardé croche. C'était pas mal le même à première vue, là, sans faire d'amalgame, mais c'était le même genre de personne... Tu sais, quand tu as un premier regard envers quelqu'un, un premier jugement, tu peux le catégoriser là, rapidement dans un style de personne. Ça veut pas dire que c'est ça, mais c'était pas mal le même genre de monde. On me regardait de façon assez choquée. Le jeune à côté de François, là, c'est Félix Ami. Ceux qui savent pas c'est qui, là, Félix Ami, ça fait un bout de temps qu'il est à la radio, mesdames et messieurs. Bonsoir, M. Hugo Girard. Oui, Hugo, il va être là demain soir, Hugo.
Changement d'à propos, un autre sujet, parce qu'il y a de la pénurie de la main-d'œuvre, mesdames et messieurs, et le prix du cours de conduite va être augmenté de 112 piastres. Ils sont même pas capables d'avoir assez Ils sont pas capables d'avoir d'enseignants puis d'employés. Ils sont rendus, si j'ai bien compris, ils ont 1 an d'attente pour... Ça va passer de prendre des 825 à 937 C'est parce piastres. qu'il y avait un gel depuis quelques années. Oui, mais entre toi puis moi, là, 1000 piastres, là, pour apprendre à conduire un char, là. Entre toi puis moi, là. Entre toi puis moi... N'importe qui est capable de conduire une voiture, là. Entre toi puis moi, c'est déjà trop cher à 800 piastres. Et là, on veut augmenter le prix. Et conduire une voiture, là, tu mets la clé dedans, tu payes sur le pied de l'accélérateur et le frein, puis tu tournes le volant à droite, tu vas aller à droite, tu tournes le volant à gauche, tu vas aller à gauche. Tant qu'à moi, là, ça C'est serait, facile de conduire un char. donne au pire, du pire, si tu veux donner une éducation minimale aux gens sur la façon de conduire dans notre société. Donne un cours théorique de 5 heures, là, puis go! Écoute, tu veux devenir agent de sécurité au Québec, c'est un cours de 2 semaines. Fini, bye, tu peux devenir agent de sécurité puis être un homme qui met sa vie en danger pour soutenir les agents de la paix et ainsi de suite. On va pas se dire que ça prend 1 an pour conduire un char. En plus, on te fait payer 1000 pièces puis on veut que tu conduis dans les 4 saisons québécoises, donc l'été, le printemps, l'automne, l'hiver. On veut que tu les pratiques toutes. Donc, pour que ça fonctionne, on écarte les cours sur 1 an. Donc, tu pratiques 2 heures, puis ta prochaine pratique de 2 heures est dans 2 mois, puis ainsi de suite. C'est aucunement efficace. Tant qu'à moi, je reviendrai comme avant, pas de cours, tu passes l'examen, puis tu connais les principes de base de la conduite. Après ça, c'est la pratique. Que tu aies fait le cours ou que tu ne l'aies pas fait, c'est la pratique qui te donne, qui te donne une amélioration sur ta conduite. Donc, tant qu'à moi, c'est une façon facile de faire beaucoup d'argent. Effectivement, et je pense qu'il y a eu un moment donné, il n'y en avait plus de cours de conduite. Puis je pense qu'il n'y a pas eu plus d'accidents là, dans ces années-là qu'aujourd'hui. De l'apprendre. C'est sûr qu'il faut apprendre le code de la route. Wow. Hey, il y a eu, pendant les années où est-ce qu'on avait éliminé le cours de conduite, il y a eu une hausse de 21% du nombre d'accrochages pour les moins de 21 ans. C'est qui dit ça? Statistique de la SAAQ. 21%? 21% pendant ces 2 années-là. Ben, pour les moins de 21 ans, sais-tu pourquoi? C'est parce que maintenant, ceux qui ont moins de 21 ans, ils n'ont pas le 1000 pièces pour aller le faire le cours. Puis quand ils le font, ben ça prend 2 ans de faire le cours. Fait que c'est sûr qu'entre 18 et 21, ils n'ont pas le temps de faire d'accident, ils peuvent pas chauffer. C'est pas de ma faute, moi. Moi, à 18 ans, je conduisais, puis j'avais eu mon permis, moi. M'excuse, là. Ouais. Mais par contre, Jean-Marc, si je peux te le confirmer, tous mes amis qui ont commencé à conduire à 16 ans, dans le temps, nous, on n'avait pas à faire le cours, puis comparé à mes amis qui ont commencé à conduire à 23, 25, 27 ans, ceux qui ont commencé à 16 ans, en date d'aujourd'hui, sont vraiment meilleurs, puis ils font aucun accident comparé aux autres. Peut-être plus jeunes, ça leur arrivait de faire des accrochages, effectivement, mais tant qu'à moi, c'est peut-être un peu de maternaliste de route, tout ça. Tu vois, j'écoutais les... Regarde, moi, là, je me vanterai pas, là, mais en tant que chauffeur professionnel, puis j'ai encore mon permis de conducteur professionnel, je peux te le dire, moi, à chaque fois que je vois le monde sur la route, je peux te le dire, ceux qui ont appris à conduire et ceux qui n'ont pas eu le temps. C'est quoi ça, conducteur professionnel? J'ai le droit de conduire des limousines, des autobus, des grands 45 pieds. La classe 1, classe 1. Ben, ce que vous appelez la classe 1. J'ai le droit mon permis est valide aux États-Unis pour faire des limousines puis des ambulances. Bon, les ambulances, c'est pas ambulancier toujours bien, là? Non, mais ma classe le permet. Ah, d'accord. Mais bon, professionnel, au niveau, tu peux faire une profession de cette... Ah ouais, bien c'est ça. Je peux être garde du corps, par exemple. L'idée de ce permis-là, c'est à l'époque, quand je l'avais pris, c'était pour être chauffeur de ministre, par exemple.
OK. C'est-à-dire qu'ils te montrent tout quoi faire, là. Faire des têtes à queue, faire des accidents volontaires pour t'en sortir. T'apprends tout ça. Ça doit être le fun comme cours, ça? Très le fun. Très le fun. T'apprends à faire des dérapages contrôlés, Oh, puis le kit. Très le fun. Mais en tout cas, pour revenir sur le sujet que tu disais, d'après moi, le cours, faut qu'il reste obligatoire. Depuis qu'ils l'ont remis, on a vu ce que ça a donné quand ils l'ont enlevé. C'est Ben, pas Il obligé. pourrait avoir, au pire, on peut donner un cours, mais il pourrait avoir moyen de le raccourcir de beaucoup et qu'il soit aussi efficace, puis qu'il ne coûte pas aussi cher que ça, par exemple. Bon, Ben eh moi, ben, j'aimais l'idée de François. Une fois, il a dit, je pense qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, pourquoi qu'il ne donnerait pas ce cours-là carrément au secondaire? Oui. Rappelle-le ça, t'avais dit ça? Je vois que j'ai des bonnes idées, Jean-Marc, au niveau de la... au niveau de la... Logistique. Au secondaire, on peut donner plein de cours. Des cours des cours de formation dans les formations professionnelles, c'est-à-dire mécanicien, menuiserie, etc. Tu sais, des initiations qu'on parle. On ne parle pas d'un cours. Mais combien de gens savent même pas... Hey, l'autre jour, je m'en vais au garage me chercher de l'essence. Il y a une femme qui arrive qui me dit... Est-ce que vous savez comment est-ce que mettre de l'air, comment est-ce que je peux mettre de l'air dans les pneus? Je sais pas comment. Fait que là, j'ai dit oui, vous vous penchez puis vous soufflez. Vous soufflez dans le petit morceau qu'il y a là. Fait que là, elle dit, il faut souffler. Je dis oui, il faut souffler. Je vais vous montrer comment. Fait que là, j'ai pas soufflé, mais j'ai montré comment mettre de l'air dans son pneu. Elle a sûrement passé son cours d'automobile, elle, là. Parce qu'elle conduit. Et puis, mais elle ne savait pas comment mettre de l'air dans les pneus. Fait que, tu sais, à l'école, au secondaire, on pourrait montrer plein de cours qui pourraient... on n'a même plus de cours, je pense, en économie. Tu viens à l'école, quand on allait au secondaire, on avait des cours en économie. Je ne sais pas s'il y en a encore. Mais je peux dire que aujourd'hui, en tout cas, tu sais, 1000 piastres, là, ça vaut quoi ces cours-là, là? Je sais pas. C'est pas méchant. Je dis pas de pas les suivre, mais de faire traîner les jeunes 1 an, 1 an et demi pour suivre un cours d'automobile. Tu dis, tabarouette, il me semble que conduire une auto, c'est pas si long que ça. Moi, ça m'avait pris 2-3 mois. J'avais eu mon permis, mon cours, mon permis temporaire, comme on appelle. Et après ça, j'ai été passer mon examen. Mais aujourd'hui, ça prend 1 an, 1 an et demi. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on prend autant de temps. Assurance, mon cher. Les assurances. Ouais, Il y a eu tellement d'accidents. On vient d'augmenter de 112 piastres. De 18 à 25 ans, il y a eu tellement d'accidents que tu n'as pas le choix. Hein? Comment tu dis? J'ai dit de 18 à 25 ans, il y a eu tellement d'accidents que c'est pour ça que le système a obligé d'allonger la période de probation. Puis j'admets, moi, j'étais pour. Bon, écoute, je vais te dire, bien franchement, je trouve que pour avoir un permis de conduire 1000 piastres, puis là, tu veux t'acheter une auto, après ça, écoute, si on regarde le prix de l'essence, Jean-Marc, Ouais. puis tu regardes ce que tu as sur ta paye, là, tout ce qui va en taxe sur l'essence, taxe sur les taxes, à un moment donné, là. Jean-Marc, je voulais t'amener sur un autre sujet. Hey, profite-en donc, pendant que Fiston est parti. Aujourd'hui, j'ai entendu un auditeur au 98.5. Ah non, parle-nous pas des autres stations quand même. Non, mais l'idée, je parle de l'idée. Ah, OK. L'idée, c'était au niveau du pipeline. OK. Au niveau du pipeline. Il disait, l'auditeur, qu'il était prêt à accepter le pipeline à la condition que le Canada nous permette de transporter de l'électricité jusque dans l'Ouest canadien. Ouf. Et parce que là, l'Ontario Ça arrivera jamais. refuse
l'Ontario refuse l'électricité québécoise. Et là, j'aimerais ça, moi, poser la question, puis on pourra peut-être y revenir sur le sujet de demain soir en compagnie d'Hugo Girard, Carl et compagnie. Et si tu veux te joindre à la discussion, Jean-Marc, ça va être intéressant. Est-ce qu'on serait prêt, au Québec, d'accepter de passer le pipeline à la condition que le Canada nous permette de transporter l'électricité, de vendre l'électricité jusque dans l'Ouest canadien. On sait que le gouvernement Legault vient de signer un contrat de 10 milliards avec l'État de New York, notamment la ville de New York. Mais on apprend dernièrement dans la réunion des premiers ministres provinciaux que Doug Ford a refusé d'accepter l'énergie québécoise. Est-ce qu'il est possible d'avoir un arrangement, disons, une entente, tu passes ton pipeline, puis on passe l'électricité. Et sachant que les voitures s'en viennent pas mal électriques, eh bien là, on a-tu de l'argent à faire avec les Canadiens anglais? Est-ce qu'il y a de l'argent à faire avec l'État de New York? Bien sûr, on va signer un contrat. Et j'ai hâte de voir l'opinion des gens, si elle va changer concernant l'avenue des pipelines versus la vente d'hydroélectricité partout en Amérique. Moi, je pense que c'est une avenue qu'il faut peut-être explorer. Moi, je pense que c'est une des très bonnes idées là, qui a été sortie cette année. Non? Pourquoi? Non. C'est contre le pipeline, carrément? La raison pourquoi je suis contre mes pipelines, c'est parce que, il y en a déjà 3 qui passent au Québec. OK? Premier détail. Deuxième détail, là où est-ce qu'un pipeline, sur une période de 25 ans, tu as minimum 3 accidents qui arrivent par année sur toutes les pipelines. Plus il est long, plus il y en a. C'est des fuites. Des fuites. Des accidents, moi, j'appelle ça. Puis donc, c'est les rivières à qui va être pollué encore? Oui, mais écoute, Jean-Marc, tu utilises ta voiture, toi? Ben oui. J'en utilise plus qu'une. Dans ton char. Pardon? Tu mets quoi dans ton char pour qu'il avance? Ben, je suis obligé de mettre du pétrole. Sauf que mon pétrole ne vient pas du Canada. Il vient des États-Unis. Sauf qu'à un moment donné, si tu veux utiliser du pétrole, tu peux pas juste ne pas en exploiter puis me donner le fardeau de tout ça. Non. Moi, Ça paye tout seul, c'est pas grave. Nous autres, on va l'utiliser puis on se rappera pas. Mon but visé, moi, là, en moi et toi, vu que je suis un des vendus à l'électricité, aussitôt qu'un véhicule dont le moteur est bon en électricité, je sac ça dehors, moi, ce véhicule-là, essence, là. Je suis d'accord. La meilleure voiture, c'est dommage qu'ils n'en font pas une plus grosse avec un plus gros habitacle, c'est une Volt. Peu importe ce qu'ils vont dire, la façon, les voitures électriques, c'est elle qui est la meilleure, le meilleur concept. T'sais. Bon, il est rendu qu'il nous montre son toutou. Tu commences à faire comme Stuart Mayo, toi, là? Oui, moi, je te montre mon toutou. Regarde s'il est beau, mon toutou. Vous avez la même qualité audio, puis vous avez les... Bon, j'ai rien dit. Il est en train de choquer. Wouf, wouf. Bon, restons sur le sujet. Donc, c'est ça. Comme aux États-Unis avec les Mac Étienne. Ouais. Hein? Comment tu dis? Ah ben, je prenais ce qui est un commentaire de André Couture et de Claudine Lépine qui nous dit que le pétrole albertain ont les taxes de 35 à 40 % ou bien il passe pas. Elle, c'est ça son idée. Mais si on faisait les deux, on les taxe, on leur passe notre électricité, ils vont nous taxer dessus un peu, mais on fait de l'argent, puis cette électricité-là ne sert pas à rien, puis on impose aux autres provinces d'utiliser notre électricité en échange du pétrole. Je suis d'accord que le pétrole, on ne le veut pas nécessairement, mais on veut la passer l'électricité. Donc, ça peut être une bonne monnaie d'échange, si on veut, pour faire un commun accord puis échanger deux
deux services qui vont être favorables à l'un et l'autre. Je suis d'accord que le pétrole, comparativement à l'électricité, ça a beaucoup plus de risques sur notre territoire que notre électricité, les risques sur leur territoire. Donc, on pourrait s'arranger pour pas avoir moins à payer qu'eux autres. Puis, tout, là. Est-ce qu'on essaie de faire une analyse à savoir pourquoi les Ontariens veulent pas de l'électricité québécoise? Ouais. Quelles sont les théories, messieurs? Parce que c'est une bande de racistes. C'est pas compliqué, Jean-Marc. Tu devrais commencer à comprendre. T'as pas vu la grosse image. Au nucléaire. Nucléaire, Jean. Ça leur donne des jobs. Ils sont après reconstruire une nouvelle centrale nucléaire. Donc, si jamais ils se mettent à acheter de l'électricité du Québec, comment est-ce qu'ils vont rentabiliser leur usine? Mm-hmm. Parce qu'ils veulent vendre cette électricité-là aux Américains. Je devrais voir ce qu'on essaie de faire aux chiens, Jean-Marc. On essaie de le faire hurler au maximum. C'est une espèce de chorégraphie que tu vois pas devant la caméra, mais qui se passe derrière l'ordinateur. On essaie de faire choquer le chien. Moi, je le contrôle. Oui, tout à fait. Jean-Marc, le changement d'à propos, il y en a qui... Je vais juste finir un commentaire avant que tu te changes. Oui. Garde ton idée. Oui. Selon Yvon Gay, oublie ça, faire de l'argent avec le reste du Canada. Il faut pas rêver quand même. Revenez à la réalité, les gars. Allez, vas-y, François. D'accord que ça peut être... Ça fait longtemps que c'est arrivé, hein? Je sais pas si c'est déjà arrivé. Bon, ils ont réussi. Ils ont réussi. OK, arrête. Moi, je m'en vais les mettre dehors. On va les mettre dehors, tout le monde. Je vous évite tout ça. Bon. Ils sont pas médris, là, parce que ça fonctionne. Elle fait juste tousser, puis le chien se met à japper. Fait que, donc, je sais que c'est décousu, Jean-Marc, c'est pas de ta faute. C'est de la faute à Mme Saint-Louis. Mme Saint-Louis, si vous voulez venir vers vos explications à la radio, vous allez voir que ça va brosser ici dedans le cage. Va te mettre avec Jean, et puis la bataille est en train de prendre. La bataille est en train de prendre ici, Jean-Marc, c'est pas possible. Bon, donc, SNC Lavalin, changer de nom, tu t'en penses? Tu veux changer le nom ou c'est eux autres qui proposent qu'ils doivent changer le nom? Ils pensent de changer le nom. Ben oui, ils n'ont pas le choix, tabarouette. Ils n'ont plus le droit d'avoir un nom francophone. Puis il ne faut plus que ça ait rapport au Québec, le nouveau nom, quand même. Il y en a. Mais non, mais c'est parce que c'est là tu as la Caisse de dépôt qui ont 20 d'investissement là-dedans, puis ils commencent à capoter, là, eux autres. La Caisse de dépôt sont là, puis Michael Sebia regarde ça. L'Américain. Moi, je pensais que c'était un Ontarien, mais ça a l'air que c'était un Américain, Michael Sebia. Je ne savais pas que c'était un Américain. Mais excepté que sont fourrés un peu, la SNC-Lavalin, parce que ils pourraient appliquer sur d'autres contrats en changeant de nom ou en changeant d'identité. Mais là, avec un procès qui va se commencer, ils vont être bannis des contrats gouvernementaux, même internationaux, pendant 10 ans. Fait que c'est de la perte de l'industrie, là. J'ai... Pas sûr de ça, moi. Pas sûr de ça. Parce que j'ai posé la question, justement, sur ce sujet-là à des amis ou des ex-amis, je ne sais plus s'ils sont dans le cas avec moi, mais pas grave, qui me racontaient que beaucoup de grosses têtes pensantes de SNC qui sont déjà partis de là-bas, puis sont partis à porte à côté, je ne nommerai pas le nom de l'entreprise pour pas me faire poursuivre, mais elles sont partis dans une autre entreprise à côté. Puis presque tout le personnel là-bas de cette entreprise-là, c'est des gens de chez SNC. Puis ils bident ces mêmes contrats qu'SNC bidait avant. Donc, formellement que le changement de nom, là, ça ressemble pas mal à ça. Là. En tout cas, écoute... Bon, écoute, ça sort même dans le journal de la presse, Jean-Marc. La Cour fédérale a ordonné au directeur général des élections de se pencher à nouveau sur la possibilité de déplacer le jour du scrutin en raison d'une fête juive. Donc, il a ordonné. Je te l'avais dit? Écoute, c'est grave. Là, c'est capoté. C'est grave, là, pas à peu près. Là.
Et je pense que ça, c'est d'ouvrir une brèche, là. Puis là, tu vas voir, là, ça va commencer. Là. Tu sais que si tu prends le calendrier, là, tous les jours là, du calendrier, il y a une fête religieuse, 365 jours par année. Aujourd'hui, là, ils vont. Trouvez-moi sans fête de quoi au niveau des catholiques? Tu vas voir. Il y a écrit tantôt dans les éphémérides. Oui, mais des éphémérides, là, c'est pas. Il n'y a pas écrit, je pense, ils vont. Mais chaque jour de l'année, il y a une fête religieuse catholique. Chaque jour, c'est la fête de Saint-André, la fête de Saint-Pierre, la fête de l'Assomption. Il y a des fêtes à tous les jours. Je te le dis, j'ai vu ça dans des livres religieux. Fait que, regarde, on pourrait évoquer ça. Et puis, là, ils vont ouvrir une brèche. Trouvez-moi, la fête religieuse d'aujourd'hui, le 23 juillet. C'est pas compliqué. En passant, demain, 24 juillet, ça va faire exactement 52 ans. Le général de Gaulle est venu à Montréal crier « Vive le Québec libre ». Demain, le 24 juillet, on va peut-être faire un petit spécial demain, là, pas toute l'émission, bien sûr, mais on va le rappeler. Hein, comment? J'espère. Non, on ne fera pas toute l'émission, mais on va quand même souligner le 52e anniversaire du cri du général de Gaulle à l'Hôtel de Ville de Montréal. Donc, faut toujours avoir un esprit de commémoration pour pas oublier notre passé. Et je pense que on a trop tendance à... Écoute, à un moment donné, ça faisait 50 ans que le RIN était fondé. 50 ans, il a été dissous en 68, mais en 2010, ça faisait 50 ans. Guy Boutier, l'ancien président de la Société Saint-Jean-Baptiste, me téléphone. Il me dit « François, il n'y a rien qui s'y fait. Il faut faire quelque chose. Peux-tu l'organiser? » Bon, je dis « OK, ça prend une liste de membres des gens du RIN. » On a fait une belle fête, mais s'il ne me demandait pas ça, et je peux dire une chose, quand c'était le 40e anniversaire de la déclaration du général de Gaulle, là, pas 50. 50 ans, on fête ça. Les chiffres ronds, tu sais. 40, on fête ça. Encore une fois, Guy Boutier me téléphone à 40 ans du Vive le Québec libre. Il dit « François, il n'y a personne qui organise rien. » Je dis « Quoi? Société Saint-Jean-Baptiste, le PQ, rien, personne. » À la dernière minute, j'ai été à la librairie de Parchemin, au métro Berry de Montigny. J'ai acheté un livre, un beau livre là, pour signer. J'avais une tente, puis on s'est mis une table devant le balcon de l'Hôtel de Ville, puis on a envoyé un communiqué de presse, puis on a demandé aux gens de venir signer le communiqué, le livre d'or, comme on appelle. Et qu'on a envoyé une copie. J'ai l'original ici. On a envoyé une copie à l'Institut général de Gaulle à Paris. Il était venu du monde, mon Jean-Marc, c'était pas possible. Au moins 200-300 personnes, des gens sur l'heure du dîner, quittaient le centre-ville pour venir signer. Et il y avait du journaliste là, puis ça n'avait rien coûté, là, un livre, 25-30$. Et on a tendance au Québec à oublier nos dates historiques. En date, juste parenthèse, André Couture dit que dans le catholicisme, aujourd'hui, c'est Saint-Apollinaire. Oui. Hier, c'était la fête de Sainte-Marie-Madeleine, de Magdala, si vous aimez mieux. Oui, et puis demain... Merci, André. Merci, André. Et demain, Sainte-Marie-Madeleine. Sainte-Marie-Madeleine, ben oui, ou demain, Magdala, comme tu disais, Félix Aimé. Et donc, à tous les jours, il y a une fête religieuse. Fait que là, si on veut jouer au fou, on va faire une plainte au directeur général des élections. Quand il va trouver la date de la prochaine élection, on va trouver la fête religieuse. Puis on va dire non, on ne peut pas la fête parce que c'est la fête religieuse qu'on ne peut pas. Fait qu'il n'y aura pas d'élection. Dans le fond, c'est pas bon, on ne pourra pas battre Trudeau. Fait qu'on est-tu bien de passer à l'élection. Mais acceptez que tant qu'à jouer au fou, on peut jouer au fou. Et j'ai comme l'impression qu'on vient d'ouvrir une brèche
Et on peut appliquer cette façon de faire. Et juste pour essayer de pousser les ridicules. Là. Il s'agit que quelqu'un le fasse. Il y a Jean-François Racine qui pourrait nous faire ça. Et puis, au nom d'un groupe religieux quelconque, qu'on ne peut pas tenir l'élection parce que c'est une fête religieuse. Puis, il n'y a pas à dire, tous les jours de l'année, il y en a une. C'est les ridicules. On est rendu dans le ridicule au maximum. Là. Et le DGE se fait ordonner par la Cour de voir à changer le jour de l'élection. C'est le bout de la merde. Donc, j'aimerais, pour la suite, pour ne pas l'oublier avant la fin de l'émission, on a parlé des Patriotes au début de l'émission, Félix Ami. On a parlé d'une dizaine de Patriotes qui étaient au cimetière de Saint-Denis. Et Yvon Guay a fait une recherche. Et il nous en nomme quelques-uns. Et ça vaut peut-être la peine d'en souligner. Il y a Eusèbe Faneuf, 21 ans, fils de feu de François Faneuf et Marguerite Bousquet. Eusèbe qui est enterré à Saint-Denis. Oui. Et il devait se marier. Et les bains étaient déjà publiés. Les bains étaient publiés, c'est des envois, là, des invitations. Tué à coups de canon qui, vers 10 heures, défonça le toit de la maison Saint-Germain. Et il y a Gilles Laporte qui me disait que des Bousquets étaient présents à Saint-Denis-sur-Richelieu. Et c'est drôle, notre voisin d'ici, Félix, c'est un Bousquet, super gentil. Il me dit que c'est une vieille famille, il fait partie d'une vieille famille de patriotes de Saint-Denis. Je vais y en parler, justement, s'il est parent avec Marguerite Bousquet, qui a perdu son fils, Eusèbe, 21 ans. Il y a François Dufault, 22 ans, fils d'Augustin Dufault et de Marie Gauthier, menuisier. Sa mort survint d'une façon rare à cette époque par une balle tirée d'un fusil à air comprimé, près de la maison, encore une fois, de Saint-Germain. Il y a eu Pierre Minet, dit Montigny, 31 ans, époux d'Émile Allard, cultivateur, tué vers midi, à la fenêtre du pignon de la maison Saint-Germain. Maison très importante, la maison Saint-Germain. À une fenêtre. Charles Gazaille, on a vu son nom, lui, tantôt, là. Dit Saint-Germain, 25 ans, époux d'Esther Détraudy, du Charme, tué lui aussi à coups de canon, fils de Madame Veuve Saint-Germain, propriétaire de la solide maison de 85 pieds de long, qui a servi de forteresse aux Patriotes. Sa femme mis au monde un garçon, Louis Filas, le 8 janvier suivant, mais elle fit aussi enterrer un autre garçon âgé de 4 ans le 14 janvier suivant. Il n'avait pas plus facile de ce temps-là. Non. Antoine Amiel dit Lusignan, 60 ans, époux de Marie Petit des Beauchemins, cultivateur, tué au plus fort du combat à une fenêtre, encore une fois, de la maison Saint-Germain. Et on va poursuivre. Demain, si vous le permettez. Il y a quand même... lui, tu veux que je lise? Oui. Jean-Baptiste Patnaud, 43 ans, époux de Josette Blanchet, cultivateur, fut blessé à la jambe par un coup de canon et mourut des suites de cette blessure le 10 janvier suivant. André Mandeville, 23 ans, fils d'Alexis Mandeville et de Marianne Jarret, qui résidait à Saint-Antoine, de l'autre côté du village. Il était peintre et il fut tué tôt le matin, alors qu'il traversait la route pour se rendre au village de Saint-Denis. Les soldats jetèrent son corps à la rivière et on le retrouva 7 avril 1838. Et je poursuivrai pour les autres là, ultérieurement, mais je tenais à le dire parce que si vous allez à Saint-Denis, tous ces noms que je viens de vous nommer, ils sont devant vous, à 4 pieds devant vous, 4-5 pieds. Puis le jour, on peut avoir accès au cimetière. Si vous n'avez pas accès au cimetière, c'est comme si vous étiez dans le cimetière. Il y a la clôture et les monuments sont juste à côté. Et vous pouvez quasiment le retoucher si vous avez les bras longs, là. Donc, c'est un endroit à visiter. Et à un moment donné, quand on sera bien installé, s'il y en a qui veulent venir me faire dire un petit salut, vous viendrez m'avertirez d'avance, par exemple, je ne suis pas toujours là. Mais acceptez que, encore une fois, c'est
un endroit à être visité parce que c'est la seule place que les Patriotes ont gagnée. Je vous rappelle qu'il est 23h54, il reste quelques minutes. Si vous avez des suggestions pour le prix Steinbeu cette semaine, ben, vous n'avez qu'à nous écrire et on va vous mentionner et on va comptabiliser vos propositions et on va voter dessus. Et c'est Carl qui aura le dernier mot encore une fois. Ce jeudi. Et demain soir, n'oubliez pas, Hugo Girard va être avec nous. Carl Brochu sera de retour. Et moi, je n'étais pas supposé être là ce soir. Jean-Marc a été averti à la dernière minute. Puis j'ai dit, on va essayer Skype. Ça a fonctionné, bravo. Et je pense que ça va être à refaire comme expérience. Mais malgré que j'aime toujours mieux être dans un studio que Skype. Je ne sais pas, c'est moins... J'ai plus de facilité. Par contre, François, 2 petites secondes, je t'interromps. Je pense pas qu'on va pouvoir remettre le prix Steinbeu cette semaine. Parce que pas demain, mais après-demain, le 25, c'est Saint-Jacques-d'Apôtre. Ah non. On va peut-être être obligé de reporter le vote. On va reporter le vote parce que c'est Saint-Jacques-d'Apôtre. Désolé tout le monde, jeudi prochain. Non, mais on va essayer. Ben, il va y avoir une autre fête jeudi prochain. On va statuer. Ah, puis la démocratie, au final, on s'en fout. On va statuer que Carl va être de retour. Demain, on va y en parler de la fête de Saint-Charles-d'Apôtre. Saint-Jacques-d'Apôtre. Saint-Jacques-d'Apôtre. Ce jeudi. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, Saint-Jacques-d'Apôtre? Bonne question. Il faudrait demander à André Couture qui fait nos recherches depuis tantôt. Oui, Fabien. Merci, André. Merci, André. Nous, on va devoir nous quitter. Vous quitter, mesdames et messieurs, 56. Et puis, on va se reparler demain, 21h. Je ne sais pas, est-ce qu'il va y avoir de Mohawk demain, Jean-Marc? Est-ce que Stuart est là demain? Oui, jusqu'à ce que... À moins qu'il y ait quelque chose de prévu, non, j'ai pas vu d'annonce, c'est ça, je t'ai vérifié. Il va être là. OK, non? Pardon? Donc, tout de suite, après les Mohawks pour l'indépendance, on va être là à 21h. Et demain, comme je vous disais tantôt, Carl va être de retour et Hugo Girard. Alexandra Dallaire-Fortin, je ne sais pas demain si elle va être là. Normalement, elle va être là la semaine prochaine. À moins qu'elle nous fasse une exception. Elle a pris des vacances, là. Fait qu'elle doit être assez reposée. Elle pourrait faire 2 semaines d'affilée. Mais peut-être qu'elle travaille. Donc, on pourra être indulgent avec elle. Donc, merci Jean-Marc d'avoir été là ce soir, pour avoir été à pied levé comme ça, pris la relève. C'était très gentil de ta part. Et puis, nous, ben, ça va être une expérience à retenter, à refaire, parce que ça a bien fonctionné. Mais là, il faut que Félix me rende des codes pour que ça fonctionne bien. Fait que on va faire en sorte que tout soit rentré dans l'ordre d'ici la prochaine fois qu'on aura besoin de skip. Tu me montreras comment faire des drifts contrôlés aussi. Des quoi? Genre, des drifts en char. Ah oui, oui. Mais il faudrait qu'on aille dans un stationnement, même. Oh oui. OK. Ouais, Mais j'aime autant pas être là, messieurs. Je vais regarder mon corps en un seul morceau. Merci, Jean-Marc. D'accord, surtout qu'on n'a pas les bons véhicules pour faire ça. Là. C'est dur avec une camionnette. Jean-Marc, je te laisse terminer l'émission avec l'extro, etc. C'est bien ça? C'est ce que tu vas faire? Hey, c'est en plein ça. Puis je vais dire merci à toute la gang qui sont dans la salle de clavardage qui ont été ce soir avec nous autres. Vos commentaires ont été très intéressants. Saint-Jacques-d'Apôtre, c'est bien un apôtre de Jésus dans les 12. Ben oui. Félix Aimé, j'aimerais voir ça, un T-shirt comme le tien. Je le mettrais avec mes bas Trump. Je peux te le prêter, André, si tu veux. Ah, et selon Hugo Girard, elle est supposée être là demain, il me semble. C'est ça qu'il nous confirme ici. Bon, ben, donc, André, vous pouvez rentrer personnellement en contact avec Félix Aimé, il est très beau garçon. Et puis, il fera un plaisir de vous indiquer où il s'est procuré son chandail. Oui. Et puis, à un moment donné, on pourra peut-être en faire tirer un chandail comme ça. C'est exactement à ça que je pense en ce moment. Merci tout le monde, à demain. Merci à tout le monde et à la prochaine. Tu peux fermer ça. C'était le journal du soir, au micro de radioinfocité.com. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.